En paraphant à Varsovie le nouvel accord commercial, M. Giscard d'Estaing et son collègue polonais ont pris l'engagement d'accroître de 50% les échanges entre les deux pays. Davantage de charbon polonais pour la France, beaucoup plus de biens d'équipement français pour la Pologne. Quant à M. Couve de Murville, accueilli à Moscou par M. Gromyko, sa visite en URSS se sera placée sous le signe du sourire. 5 journées de conversation qui conduiront le ministre français jusqu'à Sotchi, où il rencontrera M. Brejnev, Kosygin et Mikoyan. Vietnam, ONU, sécurité européenne, tous les grands problèmes mondiaux ont été évoqués. C'est la première visite d'un ministre occidental des Affaires étrangères depuis le retrait de M. Khrouchtchev. À Paris, M. Georges Pompidou a procédé à l'installation solennelle du président, M. Parodi, et des membres de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. Cet organisme veillera à ce que les candidats à la présidence de la République bénéficient de la part de l'État des mêmes facilités, en particulier dans le domaine de l'information. Silhouette nostalgique dans la rade de Landévennec, l'ancien navire-école Jeanne d'Arc a été livré aux enchères. Et ainsi ont été adjugées les 6000 tonnes d'un navire sans nom. Alors, lot numéro 1, croiseur école Q381. Ce sont les enchères verbales, vous avez la parole. Je ne fais pas de plus ample désignation du lot, les intéressés le connaissent suffisamment. Que de souvenirs la Jeanne n'emporte-t-elle pas avec elle? 26 promotions d'officiers y ont fait leur tour du monde depuis 1931. 700 escales dans tous les grands ports du monde, 1,5 million de kilomètres parcourus sur les mers. Le lot numéro 1 est adjugé aux soumissionnaires pour la somme de 1 516 500 francs. L'ancienne Jeanne sera maintenant livrée au chalumeau. C'était le 9e navire-école de la marine française. Plémy. Pendant 8 jours, les familles des montagnards de la garnison sont restées dans les tranchées. Pendant 8 jours, la mitraillade n'a pas cessé. Notre envoyé spécial a vécu cette bataille du camp des hauts plateaux, soumis aux assauts forcenés des troupes du Viet Cong. L'aviation américaine a dû intervenir massivement, parachutant munitions, vivres et médicaments, bombardant au napalm les positions des assaillants pour soutenir la colonne blindée de secours. Tandis que des nuages de fumée ceinturaient le camp, les hélicoptères arrivaient pour emmener les blessés. Malgré le feu d'enfer qu'ils avaient à subir, les assaillants revenaient à la charge. Il fallut faire appel à des éléments de la 1re division aéromobile stationnée à Anke. Au bout de 8 jours, finalement, les forces Viet Cong cédaient et le silence retombait sur Plémy. Sur les plateaux du Tibet, à 3500 mètres d'altitude, les moutons à la recherche d'une végétation clairsemée constituent la richesse essentielle du pays. Rien n'a changé ici depuis des siècles, et même la sollicitude des bergers pour les plus jeunes du troupeau s'inscrit dans la plus pure des traditions pastorales. Il appartient aux femmes de tirer du lait des brebis le meilleur parti. Un matériel archaïque au service d'une recette qui s'est transmise de génération en génération. Mais dans les villes, tout est en train de changer. La moindre bourgade est devenue un chantier, la brique et le ciment connaissent une faveur exceptionnelle. La construction en dur se substitue à l'abri précaire de ces populations dont le nomadisme commence à s'apaiser. À Lhasa, la capitale,
Les caravanes d'antan ont disparu au profit d'une circulation encore embryonnaire, mais symptomatique. Les imposants remparts himalayens n'arrêtent plus le progrès. Et au drugstore nouvellement ouvert, les articles conditionnés en provenance de Chine provoquent souvent l'étonnement et la perplexité de la clientèle. Lhasa vient d'entrer dans le XXe siècle. Des tableaux, non, du papier peint. Le papier peint connaît aujourd'hui un singulier renouveau, et ce renouveau trouve sa plus délicate expression dans les méthodes artisanales. Pour la fabrication des papiers veloutés, on utilise encore des planches d'impression dont les dessins datent du XVIIIe siècle. La planche, enduite de glu, est fortement pressée sur le papier. Le dessin original est ainsi reproduit en colle fraîche. Sur la bande de papier déposée dans une auge, on répand alors de la poussière de laine. Puis on bat énergiquement le fond de l'auge fait de toile très tendue, et seules restent fixées les particules de laine adhérentes à la colle. Il ne reste plus qu'à faire sécher. Les encadrements destinés à rehausser les panneaux sont fabriqués par application successive de planches imprimant chacune une couleur différente. À partir de ces éléments, un habile tapissier peut transformer un quelconque intérieur en appartement de style. L'utilisation de galons de papier imitant les corniches et les moulures de bois doré fera d'une pièce ordinaire un salon Louis XVI. Aussi bien les ressources du papier peint sont-elles multiples, donnant ici l'illusion d'une bibliothèque remplie de livres, faisant croire, là par un surprenant effet de trompe-l'œil, à l'existence de colonnes, le papier peint, dont l'artisanat est né en 1550, est redevenu aujourd'hui l'arme magique des arts décoratifs. Et l'acte le plus important de cette campagne électorale, l'acte le plus attendu, a été la déclaration faite par le chef de l'État. Française, Français, il y a 25 ans, lorsque la France roulait à l'abîme, j'ai cru devoir assumer la charge de la conduire jusqu'à ce qu'elle fût libérée, victorieuse et maîtresse d'elle-même. Il y a 7 ans, j'ai cru devoir revenir à sa tête pour lui éviter la guerre civile, lui épargner la faillite monétaire et financière et bâtir avec elle des institutions répondant à ce qu'exigent l'époque et le monde moderne. Depuis lors, j'ai cru devoir exercer les pouvoirs de chef de l'État afin qu'elle puisse accomplir au profit de tous ses enfants une étape sans précédent de son développement intérieur, recouvrer la paix complète et acquérir dans l'univers une situation politique et morale digne d'elle. Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche, mesurant en connaissance de cause de quel effort il s'agit, mais convaincu qu'actuellement, c'est le mieux pour servir la France. Campagne à l'américaine au Canada où le 8 novembre, 10 millions d'électrices et d'électeurs ont élu 265 députés. À Montréal, la grande métropole canadienne, les majorettes sont en tête. Avec 6 millions d'habitants, la province du Québec a droit à 75 représentants à Ottawa. Aujourd'hui, Montréal est une ville ultramoderne. Au titre des journaux près, on se croirait à New York. Journaux, bien entendu, consacrés aux élections.
Toutes les opinions s'y expriment, y compris celles des séparatistes, dont le journal, l'Indépendance, a prôné l'abstention. Malgré la prédominance française, Montréal est cosmopolite et à côté d'affiches bien de chez nous, il en est d'autres véritablement polyglottes. La belle province reste toujours le titre officiel du Canada français. Québec, la capitale, avec ses remparts, est semblable à n'importe quelle petite ville de Bretagne ou de Normandie. Dans la plus vieille cité d'Amérique, fondée par Samuel de Champlain en 1608, on est resté fidèle aux traditions. Le dimanche matin, place Louis XIV, il y a foule à l'église Notre-Dame des Victoires. Avec ses 2,5 millions d'habitants, Montréal reste le centre de décision et Pierre Bourgault, chef du Rassemblement pour l'indépendance nationale, nous déclare: Eh bien, nous recommandons l'abstention totale ou alors l'annulation du vote pour 3 raisons principales. La première, c'est que pour nous, indépendantistes, évidemment, nous ne reconnaissons pas le gouvernement d'Ottawa comme un gouvernement national. Nous ne reconnaissons que le gouvernement du Québec comme tel. La deuxième raison, elle est pour tout le monde, autant pour les indépendantistes que pour tous les Canadiens français, c'est que nous considérons qu'en 100 ans de confédération, aucun parti, quel qu'il soit, n'a pu apporter quoi que ce soit aux Canadiens français. Et la troisième raison, elle vaut encore autant pour tous les Canadiens français que pour les seuls indépendantistes, c'est que nous considérons que tous les partis, quels qu'ils soient actuellement, refusent de gouverner. Point de vue que ne partage pas Régis Chartrand, boxeur et fondateur des Chevaliers de l'Indépendance. Je suis candidat au gouvernement fédéral à Ottawa d'abord pour faire des pressions auprès de nos députés de langue française qui ont croulé, qui sont vendus. Je les forcerai à exiger le respect et les droits des Canadiens français au gouvernement fédéral. Mais et avant tout, je veux exiger l'indépendance de ma patrie, je veux faire l'indépendance du Québec, je veux faire un Québec libre. Gérard Pelletier, ancien journaliste, candidat dans un quartier populaire de Montréal, rejette catégoriquement l'option séparatiste au nom du Parti libéral, le parti de M. Lester Pearson, Premier ministre sortant. Je dirais que le problème de l'unité canadienne est certainement en vedette. Il s'agit de savoir, non pas si les Canadiens français sortiront de la Confédération, l'immense majorité veut y rester, mais il s'agit de savoir s'ils sauront conquérir, obtenir l'égalité à laquelle ils ont droit à l'intérieur de la Confédération. Le Québec, pays moderne, n'est plus le pays de Maria Chapdelaine. La préparation de l'exposition universelle de 1967 donne un coup de fouet aux grands travaux de Montréal. Les Canadiens français construisent dans le nord de la belle province le barrage de la Manicouagan qui, avec ses 8 génératrices, produira 1 million de kWh. Car les Canadiens français, s'ils ont toujours envie de pêcher à la ligne, veulent bien qu'on les prenne au sérieux. C'est ce qu'exprime Réal Cahouette, le chef des créditistes. Il y a assez longtemps que la province de Québec est traitée en enfant pauvre dans la Confédération canadienne qu'il est temps que nous prenions en main nos responsabilités et que nous prenions les devants dans la Confédération. Nous avons été attelés derrière le traîneau fédéral. Nous voulons prendre notre place en avant du traîneau fédéral. Quant aux simples citoyens, qu'en pensent-ils? Nous les avons interrogés au hasard dans la ville. Voici ce qu'ils disent. Je vous avoue que je suis un peu perplexe parce que les candidats, c'est à qui s'enverrait de la boue. On déterre des vieilles histoires qui ne sont pas très drôles ni très roses. Alors je crois que j'irai tout simplement annuler mon bulletin de vote. Moi, je vote pour le libéral. Pourquoi? Hein? Pourquoi que c'est le meilleur, puis en même temps, ici, ils vont nous donner un fonds de pension de vieillesse, là? Le 8 novembre, monsieur, je voterai pour un gouvernement fort, c'est-à-dire un gouvernement libéral. La vente du timbre antituberculeux aura cette année une signification particulière. Contrairement à ce que l'on croit généralement, la tuberculose n'a pas disparu. Entre 1945 et 1963, le nombre des décès est certes tombé de 42 000 à 9 000, mais la France détient tout de même en Europe le triste privilège d'avoir encore 18,2 décès sur 100 000 habitants contre 2,1 aux Pays-Bas. Pourquoi ? Parce que 50% seulement des jeunes Français sont vaccinés, alors que tous les autres pays se servent de notre BCG sans réticence. Par ailleurs, des primo-infections passent inaperçues et se réveillent plus tard, trop tard. Maladie hypocrite, les états fiévreux de la tuberculose naissante sont souvent négligés ou attribués à d'autres causes. Dépistage insuffisant chez les gens âgés et chez les artisans, risque de contagion constant de la part de malades qui se croient guéris et de malades qui se soignent à domicile.
Indifférence, négligence ou égoïsme, on ne fait pas assez attention. Les exigences de la vie moderne contraignent la SNCF à faire face à des besoins de transport toujours croissants. L'extension de la région parisienne, par exemple, et la desserte des grands ensembles se traduisent par des chiffres éloquents. En 1964, la SNCF a transporté 350 millions de voyageurs dans la seule banlieue de Paris, sur 608 millions pour l'ensemble d'un réseau qui, lui non plus, n'a pas chômé. D'autre part, les départs en vacances, hiver comme été, le développement des loisirs en général, mettent périodiquement le rythme des chemins de fer à rude épreuve. Et dans le même temps, le mouvement des marchandises lié au développement économique s'est prodigieusement accru. 248 millions de tonnes transportées en 1964, 65 milliards de tonnes kilomètres. Chaque année, le 11 novembre, sous l'Arc de Triomphe de l'Étoile, le président de la République va se recueillir devant le tombeau d'un soldat français mort pour la patrie au cours de la Première Guerre mondiale. C'est à Verdun, le 10 novembre 1920, que fut désigné parmi 8 corps le soldat inconnu. Le ministre André Maginot présidait la cérémonie. Le jeune soldat à qui incombait le choix, c'était Auguste Tain. Nous sommes dans un souterrain de la citadelle de Verdun. Monsieur Maginot m'a fait l'insigne honneur de me désigner pour choisir celui des 8 cercueils qui représenterait le soldat inconnu. Monsieur Maginot m'a remis un bouquet en me disant: le cercueil sur lequel vous déposerez ce bouquet sera celui qui ira sous l'Arc de Triomphe pour immortaliser tous les morts de la guerre. J'ai déposé mon bouquet sur le 6e cercueil. J'ai pensé à additionner les chiffres de mon régiment, le 132. Faisant partie du 6e corps d'armée, j'ai pensé à désigner le 6e corps. Transporté la nuit même, le corps de l'inconnu arrivera à Paris le 11 novembre 1920 et ses compagnons d'armes le porteront sur leurs épaules jusqu'à l'emplacement définitif de son éternel repos. 11 semaines plus tard, le cercueil de chêne est descendu dans la crypte. Ici reposera désormais un soldat français inconnu. Depuis 1920, il est le fils de toutes les mères qui n'ont pas retrouvé leur fils. Il est l'époux de toutes celles dont le foyer a été prématurément brisé. À Verdun, les 7 autres inconnus ont été ensevelis côte à côte. Qui sont-ils? Qui était-il celui qui fut choisi? Était-il Lorrain, Béarnais, Savoyard? Nul ne le saura jamais. C'était un mort parmi des millions d'autres. Au début de ce mois, comme chaque mois depuis 20 ans, a eu lieu la relève de la garde devant la prison de Spandau à Berlin. Français succédant aux Russes, comme les Russes succèdent aux Américains et les Américains aux Anglais. Bientôt, les gardiens des 4 nations ne garderont plus qu'un seul prisonnier, Rudolf Hess, le dernier des 7, von Schirach espère achevant de purger leurs 20 ans. Car il y a exactement 20 ans que s'ouvrait à Nuremberg le plus grand procès de l'histoire. Face à 8 juges de 4 nations, Américains, Russes, Anglais, Français, 21 accusés, et quels accusés? Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel. Pour la première fois, la justice va avoir à juger de crimes de guerre. Le principal criminel est absent, mais sa silhouette restera en surimpression sur ce procès sans précédent. Il n'est pas inutile que les générations qui peuvent dire « Hitler connaît pas » entendent la déposition d'une déportée, Marie-Claude Vaillant-Couturier. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient aux Sonderkommando
le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises. 300 audiences pour énumérer tous les chefs d'accusation. 11 mois seront passés lorsque le verdict tombera. 3 accusés seulement quitteront le prétoire libre. 7 sauveront leur tête pour la prison à temps ou à vie. Pour 11 d'entre eux, pour Göring, Ribbentrop, Keitel, la mort par pendaison. Les dés sont jetés. Monsieur Ian Smith, le Premier ministre rhodésien, a proclamé unilatéralement l'indépendance plutôt que d'accepter une constitution qui n'exclurait plus 3 800 000 Noirs de la vie politique. À Londres, réaction immédiate, Monsieur Wilson est allé demander aux communes l'application des sanctions économiques prévues contre cette rébellion d'un territoire d'outre-mer. Devant la maison de Rhodésie, dans la capitale britannique, les pompiers devaient prendre position. Des manifestants réclamaient une action énergique, voire militaire. Le mot d'ordre, sanctions immédiates. Réaction générale dans tous les pays africains du Commonwealth, de la Nigeria, où Aboubakar Tafawa Balewa prône l'action militaire, à la Tanzanie, où Julius Nyerere demande aux Rhodésiens noirs de garder leur calme. Seule l'Afrique du Sud, ségrégationniste, entend ne pas appliquer les mesures économiques décidées à Londres. L'événement a créé une activité fiévreuse à l'ONU où les manifestations se succèdent. Rhodésie, le nouveau point névralgique de l'Afrique. À Moscou, l'arsenal des fusées a tenu la vedette du traditionnel défilé qui célèbre sur la place rouge l'anniversaire de la Révolution. Pour la première fois, l'URSS présentait une fusée orbitale qui pourrait satelliser une charge nucléaire susceptible de frapper à tout moment à partir de son orbite. Un morceau de choix pour l'album de souvenirs. Évidemment, le reste du défilé, en dépit de son ampleur, ne pouvait plus qu'intéresser modérément les observateurs qui se posaient une question. L'URSS dispose-t-elle là de l'arme absolue qu'avait annoncé M. Khrouchtchev? Mais selon les experts, les caractéristiques de cet engin rendent la parade possible. Au moindre choc, cet homme peut sauter. Au cours d'un engagement au Sud-Vietnam, une grenade l'a frappé dans le dos et s'est glissée sous la peau comme une énorme chique. Par miracle, elle n'a pas éclaté. Derrière un mur de protection, les chirurgiens américains vont tenter de le délivrer. Au bout de bras articulés, un scalpel a fait l'incision, puis des pinces vont extraire avec d'infinies précautions un œuf d'acier de 8 cm de long. Le patient avait été anesthésié localement. Il revient de loin, mais le docteur Humphrey, au cours de la plus délicate opération de sa carrière, a eu très chaud. En convoquant les caméras de cinéma et de télévision sur les lieux où ils avaient organisé un faux accident de chemin de fer, dans le but d'éprouver le dispositif de secours, les autorités britanniques ne croyaient pas réussir une aussi bonne reconstitution. L'effet psychologique des caméras fut singulièrement efficace sur les nombreux figurants bénévoles destinés à jouer les victimes en attendant, qui sait, de jouer les vedettes. Pompiers, policiers, infirmiers, secouristes ont pu vraiment se croire dans le bain, tant les préposés au rôle d'accidentés mirent de zèle à entrer dans la peau de leur personnage. L'homme, décidément, n'est pas né d'hier. C'est ce que tendrait à confirmer, s'il en était besoin, une découverte faite en Chine, dans la province de Shenxi. Les savants chinois estiment que ce crâne fossile, avec sa mâchoire supérieure, pourrait avoir appartenu aux plus anciennes hominiens connus. Un des chaînons manquant entre les grands anthropoïdes qui vivaient voici 10 millions d'années et le synanthrope vieux seulement de 500 000 ans. Un autre mystère de la préhistoire, la disparition brusque des dinosaures il y a 65 millions d'années, bien avant l'apparition de l'homme, a peut-être trouvé sa solution en Provence, dans le décor même que peignit Cézanne.
Au tertiaire, de grands animaux préhistoriques vivaient ici, au pied de la montagne Sainte-Victoire. On y trouve aujourd'hui par centaines des œufs de dinosaures, des œufs fossilisés que l'on avait pris jusqu'ici pour des pierres ordinaires. C'est le conservateur du musée d'Aix qui s'avisa le premier de l'identité de ces blocs pétrifiés dont la taille fait rêver. L'examen de ces œufs jamais éclos l'a amené à une conclusion. Un changement brutal du climat terrestre aurait empêché les œufs de donner naissance à une nouvelle génération de dinosaures, ce qui explique la brusque extinction de la race simplement par absence de postérité. On voit, entre parenthèses, l'intérêt d'être vivipare. À l'Institut national des sports où elles sont en stage, les nageuses des balénautiques nous ont réservé la primeur de leur prochain spectacle. Un spectacle dont on ne perdra rien, puisque la caméra sous-marine a suivi la partie des évolutions qui échappent généralement aux spectateurs des tribunes. Balénautique, en effet, avec toute la rigueur et la précision qu'il implique. Les figures sont d'abord analysées au tableau noir. On regarde le tableau. Bon, on vous explique une figure qu'il faudra faire tout à l'heure, hein? En carré, donc, 1, 2, 3, 4. Une se met à côté. Là, une autre. Là, une autre. Et là, une autre. Vous vous tenez par les bras. Hein? Ça tourne. Premier temps. Ensuite, les 4 du carré restent là. Et il y en a 2 qui viennent comme ça. Et 2 comme ça. Est-ce que vous avez compris? Ce ne sont pas des championnes, et Kiki Caron n'a rien à craindre d'elles. Entre les balénautiques et la nage de compétition, il y a autant de rapports qu'entre le patinage artistique et le patinage de vitesse. Elles doivent savoir parfaitement nager, non pas vite, mais bien, avec beaucoup de style, de souplesse et de grâce naturelle. En dehors des stages, elles ne s'entraînent ensemble qu'une fois par semaine, ce qui n'empêche pas la fidélité, puisque certaines sont dans l'équipe depuis 12 ans. À l'école des sirènes, pour le plus grand profit des balénautiques, on prolonge volontiers ses études. Au Nord-Vietnam, toutes les forces vives de la nation ont été mobilisées. Et dans la plupart des usines, les femmes ont remplacé les hommes devant les tours et les machines-outils. Chaque jour, à l'heure de la pause, elles se retrouvent dans la cour de l'usine pour la séance de tir. Elles font partie des forces auxiliaires de défense. Les hommes, eux, sont pour la plupart sous l'uniforme dans l'armée ou au sein de la milice. Chaque bombardement effectué au Nord-Vietnam par l'aviation américaine suscite d'importants meetings de protestation qui se terminent par le défilé des milices et des forces auxiliaires de défense. Les engagements volontaires sont enregistrés au ministère de la Défense. Certains, dit-on, signent de leur propre sang. Au cours de l'entraînement qui est poussé au plus haut degré, toutes les situations de la guerre de jungle sont reconstituées et le close combat y est pratiqué dans la meilleure tradition des commandos. Les longues marches coupées de périodes de course permettent à ces unités d'acquérir une extrême mobilité. Sans camions, sans bateaux, les forces de la milice nord-vietnamienne ont constitué d'étonnants commandos amphibies qui s'entraînent dans les fleuves et les baies. C'est ainsi que ces combattants de l'ombre apprennent à se glisser silencieusement jusqu'au pied des défenses adverses. Le Nord-Vietnam se prépare à une guerre longue. D'un numéro de cirque, les Allemands ont fait un sport. Un sport qui vient de connaître sa consécration annuelle avec les championnats nationaux disputés à Neukirchen en Sarre. Grâce au tremplin élastique,
le moins doué des athlètes possède instantanément une détente 3 ou 4 fois supérieure à celle de Valérie Brumel. La mise sur orbite étant réalisée, le reste n'est plus qu'une question de goût et de tempérament. Dans une harmonieuse succession de sauts périlleux, de pirouettes et de sauts carpés avec ou sans tire-bouchon, chaque concurrent doit présenter le programme le plus complet, le plus varié et le plus attractif, en attendant de pouvoir le faire un jour sur la Lune et sans tremplin. Elle est de celles sur qui compte le cinéma français. Macha Merrill a reçu des mains du président des auteurs de films, Jean Delannoy, la médaille du prix Suzanne Bianchetti, distinction destinée à récompenser un jeune talent promis à un bel avenir. À Londres, le talent se mesure au centimètre. Le moyen de faire autrement, lorsque, comme Martine Carroll et quelques autres, on doit choisir entre une Miss France fort convaincante et 15 autres spécimens assez remarquables de la race humaine pour désigner la plus belle fille du monde. Reconnaissons qu'il n'était pas facile pour le jury de Londres de se faire une opinion objective. On a beau se dire qu'il ne s'agit chaque fois que d'un certain poids de chair et d'os, on est bien obligé de buter sur certaines différences. Miss États-Unis, Diana Lynn-Batts, 19 ans, blonde à souhait, était favorite. Mais ce sont les arguments de la Britannique Leslie, également blonde, aux yeux myosotis, qui firent pencher la balance. Depuis plus d'1 an, les techniciens français travaillaient à la mise au point d'un premier satellite scientifique très complexe, entièrement construit et équipé en France, FR1. C'est à Brétigny, dans les installations du Centre national d'études spatiales, le CNES, que FR1 a subi les essais nécessaires dans le simulateur d'ambiance, essais au terme desquels il a été jugé bon pour le service. Destiné à l'étude de l'ionosphère, FR1 est prêt à être lancé par une fusée américaine Scout. C'est aux stations de la NASA qu'il appartiendra de suivre et de commander son vol. Mais il permettra aussi à la chaîne des stations françaises du CNES de faire leurs premières armes. Une station installée près de Pretoria en Afrique du Sud est déjà en état de marche depuis plusieurs mois. Avec celle d'Amaguir, elle a pour mission première de faire la chasse aux satellites, c'est-à-dire d'en assurer le repérage. Et ces deux stations peuvent déceler des engins 20 fois plus éloignés que les stations américaines. La plus récemment installée de la chaîne des stations de télémesure et de télécommande du réseau français est celle du Liban. Au moment des tirs à partir de la base d'Amaguir, elle sera la première à fournir un diagnostic de satellisation. Elle donnera les premiers renseignements sur la vie du satellite dans l'espace. Le centre de Brétigny, quant à lui, jouera un rôle essentiel. Station de télémesure, il sera aussi le centre d'opération où seront décidées les tâches opérationnelles du réseau. C'est ici que parviendra l'ensemble des informations et des enregistrements de télémesure et qu'un calculateur électronique en effectuera le dépouillement. Testé lors du vol de FR1, le réseau entrera vraiment en fonction avec le vol de D1. Moins important, D1 est un satellite technique. Il a pour mission de permettre l'étude en ambiance spatiale du matériel qu'il emportera. D1 a été conçu par le CNES pour être mis sur orbite par le lanceur français Diamant dès le début de 1966. Diamant est une fusée dont les 3 étages avaient déjà donné satisfaction séparément. Son lancement sera assumé par les techniciens de l'armée. Pour eux, à Saint-Médard, près de Bordeaux, le montage de la fusée était une répétition générale. Après avoir mis en place l'interétage qui constitue le compartiment des équipements et fixé au-dessus le 3e étage, ils ont ajouté une capsule expérimentale A1. A1 est un satellite du type premier Spoutnik. Le rôle essentiel de ce satellite expérimental est d'assurer une émission de signaux radio pour permettre la vérification ultime du processus de lancement. Ce processus comporte une série d'opérations complexes dues au fait qu'il s'agit d'un lanceur à 3 étages choisi pour réaliser de sérieuses économies d'énergie.
À la 91e seconde, le premier étage, émeraude, s'éteint, se sépare. Le second étage, topaze, s'allume. À la 280e seconde, doit s'opérer la stabilisation gyroscopique. La jupe de liaison doit s'ouvrir et libérer le troisième étage qui devra porter sa vitesse à plus de 8 km/s pour injecter le satellite sur orbite. Aussi modeste que puisse paraître ce programme, la France est en mesure de devenir en 1966 la troisième puissance spatiale. En plaçant dès la première tentative un satellite artificiel sur son orbite, la fusée Diamant a fait de la France la troisième puissance spatiale après l'Union soviétique et les États-Unis. Diamant, une fusée à 3 étages, haute de 19 mètres et qui pèse 18 tonnes. Le premier étage, constitué par la fusée Émeraude, utilise des propergols liquides. Sa tâche sera d'enlever la fusée à 43 km d'altitude à 6000 km à l'heure. Avec ses propulseurs à poudre, le second étage à 4 tuyères orientables devra permettre à Diamant de s'élever à 128 km, de prendre l'inclinaison prévue et d'atteindre 14 000 km à l'heure. Pour le troisième étage, une conception révolutionnaire a été adoptée. Le métal étant exposé à la désagrégation, on a choisi la fibre de verre. Une machine spécialement conçue prédétermine le canevas de tissage et façonne automatiquement une enveloppe de fibres de verre et de résine synthétique. Cette structure a permis un gain appréciable de poids. Le troisième étage, qui utilise aussi les propergols solides, avait donné toute satisfaction avec la fusée Ruby. Mais les 3 étages de la fusée Diamant n'avaient jamais fonctionné ensemble. L'essai d'Amaguir comportait donc d'importants risques d'échec, comme les Russes et les Américains en ont connu avant de satelliser pour la première fois leur Spoutnik et leur Explorer. Quant au satellite expérimental A1, c'est une capsule de 45 kg équipée d'une balise, d'un répondeur radar et d'un émetteur de télémesure. Il prend place dans une coiffe au sommet de la fusée. C'est au centre d'essai d'Amaguir, au Sahara, que les spécialistes de l'armée ont tenté et réussi leur première satellisation. Favorisés par un très beau temps, les techniciens ont entamé le compte à rebours après avoir procédé aux ultimes vérifications. Et à 15h47, les dernières secondes s'égrenaient sur le tableau central du poste de commande. Diamant ne va pas tarder à prendre son essor dans le panache de flammes et de fumée désormais familier. À 20 mètres du sol, les plaques de protection étaient larguées et la fusée enlève ses 18 tonnes dans le ciel d'Amaguir. Au bout de 93 secondes, on peut assister à la mise à feu du second étage de la fusée, cependant que les bases de contrôle, et en particulier celle de Beyrouth, se mettent à l'écoute pour enregistrer les premiers signaux du satellite français. Bouclant son tour de planète en 1h48, A1 continue d'être suivi, en dépit de la faiblesse de ses appels, par le Centre national d'études spatiales de Brétigny qui centralise les observations. Grâce à Diamant, la France entre au club spatial avec le numéro 3. Au Vietnam, les raids américains ne sont pas seulement dirigés au nord du 17e parallèle. Pour leur part, les 70 appareils du porte-avions Midway ont opéré en 8 mois 12 000 sorties sur le Sud-Vietnam et déversé sur les régions tenues par les rebelles entre 7 et 8 000 tonnes de bombes et de roquettes. Ce déferlement de feu et d'acier ne semble pas avoir changé la détermination du président du Front National de Libération, Nguyen U Tho, filmé par les caméramens chinois à son quartier général secret de la jungle. Ses consignes sont inchangées, combat à outrance, jusqu'au bout. Nazareth a pourtant l'habitude de recevoir des pèlerins. Mais l'arrivée de Madame Geneviève Trzesinski et de son petit âne a fait sensation. Elle était partie du Havre dans cet équipage le 15 juillet et son voyage avait duré 4 mois.
non sans quelques péripéties. Mais cette Française de 32 ans, mère de 5 enfants, n'a qu'une parole. Elle avait fait le vœu, si son 5e enfant guérissait, d'accomplir à dos d'âne le pèlerinage en Terre Sainte. Et l'enfant guéri, elle a tenu sa promesse. Deux fois par semaine, après le travail, elle se retrouve au studio municipal de Saint-Ouen. Dans la vie, elles sont secrétaires, employées ou étudiantes. Sous la direction d'une monitrice, elle travaille à la barre, comme les petits sujets de l'opéra. Puis, le professeur de bâton apprend à certaines d'entre elles les subtilités du moulinet. Déjà, elles sont capables d'éclipser le plus expert des tambours majors. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Pour leur première sortie, les majorettes de Paris se sont taillées un vif succès. Pas de fanfare, mais dans les parages, il y a toujours un monsieur qui promène négligemment un magnétophone portatif doté d'un minuscule émetteur. Dans leur shako, les majorettes portent des récepteurs miniatures. Formé il y a quelques mois, le groupe est maintenant au point. Elles sont disponibles pour tout gala, fête, carnaval et réjouissance. Mais attention, en bloc, et elles sont 28. Gageons que si la chose était possible, beaucoup reprendraient du service.